bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Congo. Le dossier du jour sera consacré à l'opposition politique du pays qui n'a pas réussi à s'entendre sur une candidature unique, pourtant seul moyen d'empêcher la réélection du président candidat à sa propre succession, Denis Sassou Nguesso. Puis au sommaire également de cette émission, année 2016, année électorale chargée pour le Cap-Vert, législative, municipale et même élection présidentielle. Et puis en Ouganda également, les citoyens sont appelés aux urnes cette année pour élire leur président. Et le chef d'État, Yoweri Museveni, est lui aussi candidat à sa propre succession. Et à l'instar du Congo, l'opposition n'a pas réussi à s'entendre sur une candidature unique. Et il est avec nous autour de ce plateau pour en débattre, notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et nos chères téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Les prochaines élections législatives se tiendront à partir du 20 mars 2016 au Cap-Vert. À l'issue de ces élections, le président devrait statuer sur ses intentions de briguer ou non un deuxième mandat. Un scrutin important pour le PAICV, le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, qui tentera de conserver la majorité de la Chambre parlementaire face au parti au pouvoir, le MPD, le Mouvement pour la démocratie. C'est un sujet qui nous a été préparé par Gladys Mwamba. Au Cap-Vert, les prochaines élections législatives ont été fixées au 20 mars 2016, une date choisie par le président Jorge Carlos Fonseca en accord avec les représentants de diverses organisations de la société civile. Le chef de l'État a par ailleurs appelé tous les Cap-Verdiens, y compris ceux de la diaspora, à s'inscrire sur les listes électorales afin de voter pour le choix des représentants à l'Assemblée nationale. Le Cap-Vert est toujours préparé pour les élections. Nous sommes un pays avec stabilité politique, sociale, économique. Les élections sont déjà routine et ils faisons part de la culture politique des Cap-Verdiens et il n'y a pas de problème. Nous avons en 2016 3 élections législatives, locales et présidentielles, mais je pense que les choses vont fonctionner très bien. Cet archipel de 4000 km² et de plus de 500 000 habitants est souvent érigé en modèle de bonne gouvernance sur le continent africain. Le pays possède peu de ressources naturelles mais bénéficie d'investissements directs étrangers, principalement injectés dans le secteur du tourisme. L'année 2016 est une grande année électorale pour le pays qui vivra successivement des élections législatives, municipales et présidentielles. 7 partis politiques différents sont en lice. Il y a beaucoup de partis qui participent aux élections, mais il y a 2 partis qui sont partis majoritaires au Cap-Vert, PAICV et le Mouvement pour la démocratie, MPD. Et la dispute électorale, c'est surtout entre les 2 partis, MPD et PAICV, mais le peuple capverdien, c'est un peuple que vive la démocratie. Pour le principal parti de l'opposition, le PAICV, Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert, l'enjeu est de maintenir la majorité lors des élections législatives du 20 mars 2016. Ce parti unique, jusqu'à 1991, pourrait investir une femme pour le représenter lors du scrutin présidentiel de fin 2016. La ministre de la Jeunesse, Janira Hoffner Almada, leader du parti PAICV, pourrait, si elle est élue à l'élection présidentielle de 2016, être la première femme au pouvoir au Cap-Vert. Jean-Marie, les enjeux de ces élections législatives que le PAICV, longtemps au pouvoir et qui a basculé du côté de l'opposition, obtiennent la majorité parlementaire. En tout cas, Amira, quand on regarde la scène politique capverdienne, j'ai pas trop d'inquiétude parce que c'est une petite île, comme on disait tout à l'heure, mais c'est une petite île qui assiste sa démocratie de manière affirmé. Donc à partir de là, les partis politiques qui vont en compétition, évidemment le jeu politique c'est pas un jeu, si vous voulez, où on retrouve toujours les mêmes dynamiques. Là on se retrouve dans une dynamique qui est positive parce que le Cap-Vert depuis des années, en termes de croissance économique, c'est un tout petit pays, mais n'empêche que la croissance économique est relativement forte. En ce qui concerne les institutions politiques, malgré les soubresauts qu'il y a eu
par le passé, on est parvenu à stabiliser la scène politique. Et je trouve intéressant qu'un petit pays comme celui-là, c'est vrai qu'on me dirait que les enjeux ne sont pas énormes, mais un pays reste un pays. Selon la dynamique politique qui est donnée, on arrive à comprendre si le pays va avancer, s'il ne veut pas avancer. Ça dépend de quoi? Ça dépend toujours, comme on le dit sur ce plateau, de la volonté politique des dirigeants. Et apparemment, ça fonctionne très très bien au Cap-Vert. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un pays qui a cité en exemple. Sur le plan politique, stabilité politique. Stabilité politique, ça favorise les investissements étrangers dont on parlait tout à l'heure là dans le reportage. Ça voudrait dire que le pays est sûr pour les investisseurs extérieurs qui arrivent pour pouvoir placer des fonds dans l'économie capverdienne. Donc à partir de ce moment-là, je pense que la donne politique est une donne politique qui est stable. Maintenant, il y a une chose intéressante là, c'est que le parti PAICV, c'est un parti dont on nous parle une femme, ce serait quand même quelque chose de relativement intéressant en Afrique, dans un pays comme le Cap-Vert, de pouvoir avoir une femme qui émerge en plus, si vous voulez, bon, ça va être un renouvellement de la classe politique à ce niveau-là. Elle a de l'expérience, elle a œuvré, si vous voulez, dans les fonctions ministérielles chez elle, donc à partir de là, je pense que c'est une élection qui tend à renouveler pratiquement tous les organes politiques du pays, et c'est une élection qui est importante pour le pays, et que les acteurs vous disent qu'ils sont dans un environnement qui est favorable, qui est stable. Je pense que c'est pas souvent qu'on parle comme ça de la scène politique en Afrique. Oui, puis rappelons que c'est un gouvernement d'union nationale, hein, puisque le ministre est issu du PAICV, le président du MPD. Le Cap-Vert est d'ailleurs souvent salué pour son ouverture, sa bonne gouvernance. On peut même parler d'un exemple pour le continent africain. Exactement. Là, c'est un exemple parce qu'on n'est plus dans un environnement conflictuel. On se dit, le Cap-Vert, je trouve que vu, si vous voulez, la petitesse du pays, ils sont partis sur des solutions qui sont les solutions les plus efficaces. Les solutions les plus efficaces, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu que vous ayez deux partis de l'opposition qui sont les principaux partis sur la scène politique, comme le disait tout à l'heure le Premier ministre, M. Neves, au lieu de rester sur ce conflit qui est stérile là, qui ne fait pas avancer le pays en tant que tel, d'autant plus que nos oppositions en Afrique, généralement, nous n'avons pas, comment dirais-je, la culture, c'est-à-dire programmatique. Il n'y a généralement pas de programme. Le fait de se mettre ensemble, c'est-à-dire pour une population de 500 000 habitants, je pense que c'est beaucoup plus facile dans un environnement comme celui-là. Donc, à partir de là, j'estime que le fait que les Capverdiens se disent que, bon, mettons-nous ensemble pour faire progresser le pays est une bonne, une bonne idée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on voit les résultats économiques qu'on a à la fin là-dessus. Il me souvient que le Cap-Vert, nous avons parlé de ça sur ce plateau concernant le tourisme. Et le tourisme est très, très dynamique dans le pays. Les investisseurs étrangers y sont et le pays retire, les fruits de la bonne gestion de la chose politique qui a obligatoirement des répercussions sur la chose économique. Et rappelons également qu'il y a 2 fois plus de Capverdiens à l'étranger qu'au Cap-Vert. Il apparaît évident que la diaspora jouera un rôle particulièrement important pour ces élections. Les pays africains ont pris cette habitude-là maintenant de considérer la diaspora dans le cadre des élections parce que généralement la diaspora n'existait pas, elle était pratiquement inexistante. Quand on prend toute l'Afrique, au sortir des indépendants dans les années 60, pratiquement la diaspora qui était à l'extérieur, c'était des gens qui étaient pratiquement classés comme étant des opposants au régime qui était mis en place. Progressivement, on a commencé à voir la valeur de la diaspora. Quels sont les apports de la diaspora dans un pays quelconque en Afrique? Tous les pays africains ont des diasporas. Mais il convient que les gouvernants sachent gérer, si vous voulez, ces compétences-là que recèlent les diasporas africaines, si je puis m'exprimer ainsi, les diasporas africaines, pouvoir regarder ces compétences-là et les mettre au bénéfice du pays. Donc à partir de là, on se retrouve sur une dynamique qui pour moi est une dynamique positive. Dès l'instant que les élections sont bien organisées à l'étranger, pour moi, faire participer, c'est-à-dire la majorité de la population au suffrage, c'est-à-dire aux différents suffrages d'un pays, est une bonne chose en ce qui concerne la démocratie. Et Jean-Marie, les Ougandais, quant à eux, iront aux urnes ce 18 février pour élire leur président. Parmi les prétendants, le président Museveni qui est candidat à sa propre succession. Et l'opposition n'a pas réussi à s'entendre autour d'une candidature unique. Ils seront en effet 7 à affronter le chef d'État. Parmi eux, l'opposant historique déjà battu dans les urnes 3 fois par le président Museveni. Il s'agit de Kizza Besigye. C'est un sujet qui nous a été préparé par Paul de Singwe.
Il est présenté comme étant l'opposant historique en Ouganda. Kizza Besigye est une fois de plus candidat à l'élection présidentielle pour la 3e fois consécutive. Éternel second, il a été battu en 2001, 2006 et 2011 par le président Museveni. Il en appelle à la vigilance de ses militants pour une bonne tenue du scrutin présidentiel le 18 février 2016. Nous luttons sans relâche pour un changement démocratique. Nous savons que ces élections ne seront ni libres ni justes, mais nous militons à travers tout le pays pour encourager la population à voter contre le système et à amener un changement. Âgé de 59 ans, Kizza Besigye est un ancien colonel de l'armée ougandaise. S'il est élu à la présidence de la République, il promet de réinstaurer la limitation du mandat présidentiel. Il souhaite également instaurer un système fédéral en Ouganda. Nous avons 2 grandes priorités. La première est de restructurer l'Ouganda afin que l'État se responsabilise, qu'il devienne plus efficace. La deuxième est de transformer la vie des populations, notamment en luttant contre la corruption, pour que les fonds servent les besoins des Ougandais. Et aussi changer les priorités du gouvernement et mettre l'accent sur le financement des secteurs qui impactent directement la vie des gens, tels que l'agriculture, l'industrialisation et le tourisme pour générer plus de richesses. Et enfin, s'attaquer aux problèmes du secteur des services, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les infrastructures. Voilà nos objectifs. L'opposition n'a pas réussi à s'unir autour d'une candidature unique face au président sortant Yoweri Museveni. En plus du candidat de la majorité présidentielle, Kizza Besigye sera également face à 6 candidats de l'opposition. Ça a été dit dans le reportage, Jean-Marie, Besigye a déjà été battu 3 fois dans les urnes par son adversaire historique, le président Museveni. Pensez-vous que cette fois-ci, il saura faire la différence ? Je ne sais pas s'il saura faire la différence, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le président de Museveni a pris, si vous voulez, l'espace politique. L'espace politique. Donc, quand vous avez un candidat, même s'il s'est déjà présenté à plusieurs reprises et qu'il a été battu systématiquement, ça n'empêche que le peuple ougandais peut vouloir un changement. Ce changement-là, on l'appelle souvent sur ce plateau, tout simplement. Pourquoi ? Parce que cette dynamique politique-là est importante pour tout système politique, pour tout pays africain dans lequel vous avez quand même un changement qui permet de voir ce que les autres valent en face. Néanmoins, ici-là, je ne suis pas pessimiste pour notre candidat. Vous savez, la candidature, si vous voulez, la mandature suprême, c'est quelque chose qui est très très difficile. Nous avons vécu l'exemple, par exemple, de Feu Mitterrand ici, là en France, qui s'est présenté à l'élection présidentielle et battu à plusieurs reprises. Et in fine, il a fini par être peut-être un des présidents les plus célèbres de la 5e République en France. Donc pourquoi pas pour notre candidat ougandais de pouvoir se présenter et passer éventuellement devant le président Museveni. Par contre, je suis contre, si vous voulez, la non-transparence. La non-transparence parce que le président Museveni a tout un appareil derrière lui, il est déjà rodé, il connaît très très bien le pays, il a les moyens qu'il faut. Par contre, le candidat de l'opposition, on sait très bien comment se passent les élections chez nous en Afrique, ça ne va pas être une évidence pour lui. Et surtout qu'il faut rappeler, Jean-Marie, que ce n'est pas évident pour Besigye de tenir un meeting et de faire campagne électorale, puisqu'il a été brièvement interpellé par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de tenir un meeting qui avait été annulé, interdit en tout cas par les autorités. Des militants ont été blessés, certains ont même été grièvement blessés. Qu'est-ce que ça peut augurer ? Est-ce qu'on peut parler d'un acte isolé ou est-ce que ça peut présager d'autres débordements le jour du vote ? Je ne saurais le dire de manière claire, franche et tranchée, Amira, tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça dépend de ce que préconisent, si vous voulez, les dirigeants actuels. Est-ce qu'on laisse la liberté au camp d'en face de pouvoir s'exprimer, ou alors on essaye par tous les moyens d'étouffer, comme ça s'est passé pendant très très longtemps en Afrique, d'étouffer l'opposition. C'est-à-dire la donne que nous voyons en Ouganda, la même donne, nous la vivons pour l'élection du Niger. L'élection du Niger, vous avez un candidat qui a été déclaré, dont la candidature a été acceptée par les principaux organismes chargés
d'organiser ces élections-là, mais qui se retrouvent en prison. Donc il faudrait quand même qu'en Afrique, que nous sachions faire jouer les urnes, comme on dit, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait progresser la démocratie chez nous. C'est pas parce que vous avez un candidat en face de vous que vous allez chercher tous les moyens possibles, imaginables pour l'empêcher de se présenter. Tout simplement pourquoi? Parce que la moindre manifestation qu'il y aurait, on va dire, bon, il y a atteinte à la sûreté de l'État, c'est la sécurité de la population et tout ce qui s'ensuit. Si on ne peut pas, si vous voulez, à un certain moment, laisser l'expression populaire dans toute sa quintessence s'exprimer, de mon point de vue, c'est que c'est pas quelque chose qui est très très bon pour tous nos États africains. Comme nous le répétons généralement sur ce plateau, on va plutôt sur une pente négative au lieu d'aller vers... Il y a des avancées économiques qui ont été opérées en Ouganda, c'est reconnu. Ces avancées ne sont pas terribles, mais néanmoins, vous avez quand même une reconnaissance par rapport à ce qui a été fait par le président Museveni. Il a joué un rôle diplomatique relativement aussi important, si vous voulez, en Afrique. Donc, d'une manière ou d'une autre, je vois mal comment est-ce que le candidat actuel pourrait gagner l'élection présidentielle face au président Museveni. D'autant plus qu'il y a un facteur très important qui va jouer en faveur du président Museveni, c'est bien évidemment cette opposition qui n'a pas réussi à s'entendre autour d'une candidature unique. Ça devient presque une habitude sur le continent africain. Ça devient une habitude tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on ne regarde jamais l'intérêt collectif. C'est-à-dire, bon, chacun regarde uniquement l'intérêt individuel. Donc, autant de partis, généralement en Afrique, autant de partis que vous aurez autant de candidats, généralement. Les gens, il n'y a même pas de plateforme programmatique derrière. Donc, là où le bas blesse, c'est que quand les échéances arrivent, de manière claire et nette, vous avez là-dessus, au lieu que ce soit des synergies qui soient créées pour essayer de faire bouger ou de gagner l'élection présidentielle, c'est là où vous avez l'effet inverse qui se produit, à savoir que chacun se met de son côté, se dit que je veux y arriver tout seul. Sauf que le manque de transparence et le manque de moyens des partis politiques donne l'avantage, si vous voulez, au pouvoir qui est en place. Donc à partir de là, les choses deviennent très très difficiles à les faire bouger. Ce qui fait que dans des situations comme celle-là, au lieu que les oppositions se réunissent et se disent, à la limite, bon, on aura un candidat, si ce n'est pas le bon la fois prochaine, on est tous... Dès que la population sait déjà que vous avez formé, comment dirais-je, une espèce de coalition. Cette coalition-là, vous avez les gens qui se reconnaissent là-dedans. Et justement, cette opposition qui n'arrive toujours pas à s'entendre sur une candidature unique, Jean-Marie, nous allons en parler dans quelques instants dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom, un dossier consacré à l'opposition politique au Congo-Brazzaville. À très vite.